Demain, vous êtes face à un étouffement qui est total. Elle va décompenser devant vous, elle va mourir devant vous si vous ne faites rien. Le citoyen qui est face à une obstruction totale, et j'insiste bien pour la totale, c'est le citoyen qui sauve. Et c'est ça, les gens, en fait, qui retiennent. C'est qu'il faut qu'ils essayent de faire quelque chose, pas qu'ils se mettent dans une zone de confort en se disant « j'appelle le 18 ». Parce que le temps d'être mis en relation avec les secours, elle décompense, elle est en train de s'arrêter de respirer, elle va être en arrêt cardiaque, donc fais quelque chose. Tout ce que tu feras sera bénéfique. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la trousse de secours que vous devez tous avoir avec vous. Voilà, ce qui est absolument essentiel, c'est d'avoir un minimum de connaissances pour pouvoir aider vous-même, vos proches, en cas d'accident, de malaise, de problème. Et pour ça, je reçois Lionel Ventura, qui est un peu une star des réseaux sociaux, mais qui est d'abord un pompier et un formateur aux gestes de secours. Vous allez voir, c'est lumineux, simple et passionnant. Alors, je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau, la principale communauté de méditants dans le monde francophone et auteur de nombreux livres. Foutez-vous la paix, suis-je hypersensible? Et le tout dernier, alors je suis vraiment trop content de vous le présenter, La magie de l'ordinaire, qui est la synthèse de tout mon travail. Comment découvrir, au cœur de l'ordinaire de nos vies, quelque chose de magique qui nous fait un bien fou. Et au fond, découvrir la magie au sein de l'ordinaire, c'est ce que je fais dans mes livres, dans les cours que je vous propose, au sein de Réseau, l'école de méditation, et de ce podcast dont j'espère que cet épisode va vous passionner. Bonjour Lionel. Bonjour Fabrice. Alors, ce que j'ai compris, en te rencontrant, c'est que c'est indispensable pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui nous écoutent, d'avoir une trousse de secours, des gestes qui permettent d'aider, de s'aider soi-même, d'aider les gens autour de nous, d'aider nos proches s'ils ont un malaise. Et on n'est pas obligé de penser aux choses les pires, mais au fond, c'est tout bête. On n'y pense pas, mais il y a des gestes qui peuvent aider. Fabrice, je vais être honnête avec toi. La formation de premier secours est quelque chose qui est vraiment très très important à réaliser. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'au tout début de la formation, quand on la commence, cette formation de premier secours, le premier maillon, c'est le citoyen, c'est le premier témoin. C'est lui qui va mettre en œuvre les gestes de premier secours pour éviter toute aggravation de son état. Bien sûr qu'il faut prévenir les secours, c'est très très important. Mais les délais d'intervention aujourd'hui, malheureusement, sont tellement longs que si personne ne fait rien au tout départ de cette détresse, il y a une aggravation. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on soit sensibilisé aux gestes de premier secours. Donc parce que, voilà, si j'appelle les pompiers... Alors, encore une fois, là, on part du pire. Hein, mais ce que tu vas montrer dans la trousse de secours, c'est des choses aussi très simples. J'ai très mal au ventre, bien sûr. Je me suis coupé le doigt, il n'y a pas la peine d'appeler les pompiers, mais il y a des gestes très simples qui peuvent aider. Mais puisqu'on est parti sur les choses un peu plus dramatiques, s'il y a un accident et que je dois appeler les pompiers, ils vont mettre combien de temps en moyenne aujourd'hui ? On est sur des délais en France qui vont tourner entre 8 à 15 minutes dans certains secteurs, malheureusement, de France, qui sont défavorisés. D'ailleurs, un de mes secteurs en France qui est défavorisé, qui est la Nièvre, dans le 58, on est sur des délais de 20, voire 30 minutes. Donc, apprendre ce qu'il faut faire est vraiment indispensable. Et grâce à ton livre, on a vraiment. Je dois dire, il faut que je dise ici à tous ceux qui nous écoutent, moi, qui suis un peu trop hypersensible, en général, quand on parle de ces sujets, je ne veux pas écouter. Je suis sûr que c'est important, mais je ne sais pas comment tu réussis, en lisant ton livre, de dire « Ah, ça, je peux apprendre ». Ça rend la chose pas trop angoissante et on comprend juste que c'est assez simple. Tu réussis à enlever un peu l'angoisse. Parce que il y a des gens qui sont un peu des héros, qui vont apprendre les premiers secours, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Et donc, grâce à ton approche, on voit que c'est quand même possible. En gros, dans les définitions que nous avons en tant que formateurs, et quand moi, j'ai passé mon diplôme de formateur, les définitions, des fois, je suis...
c'est barbare, j'y comprends rien. Donc je me suis dit, comment le citoyen il peut comprendre? Parce que même les outils pédagogiques qu'on peut utiliser lors de nos formations, on se dit, bon, ok, mais si je suis langue d'âge, je sais pas si je comprends. Et moi, j'aime bien, mais vraiment qu'on m'explique les choses comme si j'avais 2 ans et que ce soit simple. Et quand j'ai commencé à écrire sur toutes les thématiques qui existent en termes de secourisme, alors on peut pas tout faire non plus, mais qu'on pourrait rencontrer. Vas-y, Lionel, fais-moi une définition simple, courte. Il n'y a pas besoin de se poser, en fait, je ne sais combien de questions. Il n'y a rien de médical. Ça aussi, c'est important aussi de le dire. Et que tout le monde s'y retrouve. Ok, j'ai compris. Et face à telle situation, je fais ça. Ah oui, donc là, c'est très important ce que tu dis. Apprendre cette trousse de secours. Je préfère dire trousse de secours parce qu'il y a les premiers secours, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est tout, voilà, comment apaiser quelqu'un qui a une douleur, etc. C'est pas un savoir médical. Et nous aussi, on est un peu terrorisés. On se dit, bon, ben, moi, je suis pas médecin, donc c'est pas pour moi. Ce que tu montres, c'est qu'il y a une éducation citoyenne, comme tu disais, qui fait qu'au contraire, c'est justement, même si on n'est pas médecin, on doit savoir quelques gestes. C'est pas outrepasser et se prendre pour un médecin, c'est juste une responsabilité pour nous et pour les autres autour de nous. Fabrice, je vais même aller plus loin si ça te dérange pas. Mais un médecin n'est pas un secouriste. Comme un secouriste n'est pas un médecin. On n'intervient pas du tout de la même façon en fonction, en fait, de à quel moment on arrive. Celui qui est vraiment sur l'instant T, c'est le citoyen. Lui, ça lui tombe dessus, il a aucune préparation. Moi, en tant que pompier, j'ai une préparation, j'ai un ticket de départ, on me dit tu pars pour telle chose, j'ai le temps de me préparer psychologiquement à ce que je vais rencontrer. Et il y a le médecin aussi qui sait. Mais on n'intervient pas du tout de la même façon et surtout, on intervient quand le citoyen, il n'a pas le matériel. Le pompier, il a des collègues et du matériel. Et le pompier, il a son protocole, en fait, de soins. Donc, c'est pas du tout, en fait, la même chose. Si même les médecins, ils étaient réellement, mais vraiment, hein, s'ils étaient vraiment sincères, ils ont fait pendant leurs 9 ans d'études, une fois, un massage cardiaque. Une fois, pendant leurs études. Parce que c'est pas leur domaine. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, Fabrice, c'est pas du tout ça. Les personnes qui comprennent les secouristes, comme les pompiers, comme la protection civile ou la Croix-Rouge, quand ils sont sur des postes de secours, c'est le médecin urgentiste. Bah oui, il a été obligé de se former au secouriste. Mais tous les autres médecins, ils ont eu une formation à FCGSU dans leur carrière, mais c'est tout, point barre. Ils ont peut-être même jamais réalisé le massage cardiaque. Oui, mais moi, ce que je voulais surtout insister, c'est pour le citoyen. Ouais. Parce que voilà, moi, je me disais longtemps, je ne vais pas apprendre ça parce que je ne suis pas médecin. Donc, je ne vais pas apprendre les gestes de premier secours parce que je vais faire n'importe quoi. Et en fait, ce que tu montres, non. C'est-à-dire, là, parce que là, tu as parlé pour les spécialistes comme les pompiers, mais pour monsieur et madame tout le monde, eh bien, il ne faut pas avoir ce frein que je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas apprendre ces gestes. Et surtout, il faut... moi, je le dis souvent aux citoyens. Il y a certaines personnes qui démystifient un peu, qui essayent. Ils disent, écoutez, le secourisme, c'est pas très dur. Vous mettez en place ce qu'on appelle le PASS. Le PASS, c'est quoi? C'est protéger, alerter, secourir. Protéger, alerter, secourir. Ouais. Je suis pas d'accord. Moi, je dis protéger, secourir, alerter en fonction de certaines situations. C'est-à-dire que, Fabrice, demain, vous êtes face à un étouffement qui est total. La personne, elle a quelques secondes de respiration. Parce qu'elle avait quelque chose de travers. C'est une obstruction qui est totale. Il n'y a plus du tout d'oxygène. C'est-à-dire qu'elle va décompenser devant vous. Elle va mourir devant vous si vous ne faites rien. Parce que c'est quelqu'un qui a et ça arrive parce qu'on a mangé quelque chose de travers, c'est ça? Non, alors, avaler de travers, il peut y avoir... En fonction des gens, ils vont se dire, ah ouais, non, mais j'ai avalé de travers. J'ai mangé quelque chose qui a voilà, j'ai mangé quelque chose. Donc, est-ce qu'il est resté bloqué dans la trachée? Donc là, c'est une obstruction qui est totale. Ou est-ce que le corps étranger est venu, en fait, se coincer entre la trachée et l'œsophage? Il laisse un petit passage d'air. Donc ça, c'est une obstruction qui est partielle. Et les gestes sont totalement différents. Il faut bien faire la différence entre une obstruction qui est partielle et une obstruction qui est totale. Donc, le citoyen qui est face à une obstruction totale, et j'insiste bien pour la totale, c'est le citoyen qui sauve. C'est pas le pompier, c'est pas le médecin. C'est-à-dire que si toi, tu ne fais rien, Fabrice, face à un étouffement qui est total... Maintenant, je suis paniqué, c'est horrible. Je t'assure, Fabrice... J'étais un peu calme. Là, je me dis, mais comment je vais y arriver? Mais parce que c'est simple. En fait... Ah, c'est simple. Oui, c'est très, très simple. Je me sens mieux. Il y a la formation, et après, il y a la vraie vie.
Moi, j'insiste beaucoup dans mes formations, ok? Il y a des gestes qui sauvent, mais la vie vite fait. Fabrice, je te pose la question à toi. Là, je suis en train de m'étouffer totalement. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Ben, je sais pas, justement, c'est ça que j'étais là. Qu'est-ce que Comme je dois ça. faire? Non, toi, qu'est-ce que tu ferais tout de suite? Dis-moi. Comme ça, d'instinct. Je te- Tu me vois en train de mourir. je t'essaierai de frapper dans le dos. Eh ben voilà. Au moins, tu as essayé de faire quelque chose et tu as essayé de me sauver la vie. Et c'est ça, les gens, en fait, qui retiennent. C'est qu'il faut qu'ils essayent de faire quelque chose, pas qu'ils se mettent dans une zone de confort en se disant « j'appelle le 18 ». Parce que le temps d'être mis en relation avec les secours, elle décompense, elle est en train de s'arrêter de respirer, elle va être en arrêt cardiaque, donc fais quelque chose. Tout ce que tu feras sera bénéfique. Par contre, le geste qui sauve, c'est bien les claques entre les omoplates. Donc tu vois, Je vois sais quelque chose. eh oui, parce que ça va enclencher l'atout et ça va permettre d'évacuer ce corps étranger. Ça, c'est le geste qui sauve. Donc, et c'est ça que tu fais dans ton livre, c'est que tu montres. Et alors, je sais pas comment tu as réussi, parce qu'on lit ton livre et au lieu. Voilà, moi, bon, je pense que tout le monde n'est pas aussi hypersensible que moi, mais moi, quand je lis ça, en général, je m'angoisse. Et en lisant ton livre, au lieu de m'angoisser, on reprend confiance qu'on peut faire des choses. J'ai vraiment essayé de le faire le plus simple. Comme quand j'ai écrit 6 mois, quand même, pour l'écrire. Alors, je sais pas, t'as plus l'habitude que moi d'écrire Non, des mais livres. Moi, c'était le tout premier. Je sais comment je fais. Il y a un moment où je suis parti dans une usine à gaz. Non, je le dis en fait honnêtement. Et avec, voilà, Élise, elle me dit, voilà, non, là, franchement, Lionel, je comprends rien. Et elle avait tout à fait raison. Parce que je partais dans des trucs, dans le bouquin, il n'était plus à destination du citoyen, il était à destination, en fait, des collègues. Je dis, arrête-toi. Mais franchement, écris-le, comment t'aurais voulu qu'on t'enseigne les gestes de premier secours pour le citoyen. Et après, voilà, je l'ai déroulé de cette façon-là. Que ce soit simple. Définition simple, t'es face à ça, te pose pas de questions, tu fais ça. Avant d'entrer un peu dans le détail, parce qu'on va arriver sur, pour moi, le truc qui m'a le plus coaché de ton histoire, qu'on va dire dans quelques minutes, mais est-ce que tu veux raconter comment tu as décidé de devenir pompier? Et t'avais Voilà. quel âge et comment ça s'est fait? Fabrice, t'es vrai? Oui. Parce qu'il y a des gens, ils vont tomber. Vraiment. J'ai habité donc dans une cité populaire. Et pendant 20 ans, tous les matins, j'ouvrais la fenêtre de ma cuisine. Il y avait une caserne de sapeurs-pompiers. En 20 ans, je n'ai jamais voulu être sapeur-pompier de ma vie. Jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais fait d'études là-dedans. Moi, j'ai un BTA viticulture œnologie. J'étais chef de culture dans un très gros domaine, en fait, sur une C'est passionnant. Ouais. C'est un sujet qui me passionne, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Et de là, j'arrive vers les 20, 21 ans et je me rends compte, bon, c'est pas fait pour moi. Je le dis en fait honnêtement. Je suis quelqu'un quand même d'assez virulent. Je me dis non, il faut que je fasse autre chose. Je m'épanouis plus dans ce domaine-là. J'ai fait mes pré-apprentissages, j'ai tout fait. Je me retrouve sans emploi du jour au lendemain parce que j'avais quitté mon emploi comme ça, hein, sans ressources, sans rien. J'ai fait plein de petits boulots en intérim. J'avais même monté mon auto-entreprise avec mon beau-frère qui n'a pas du tout en fait fonctionné. J'ai pris un sacré coup quand même. J'ai pris un sacré coup. Et je regarde les offres d'emploi et là je vois ambulancier. Ok ? Donc ambulancier, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour devenir ambulancier? Donc il y avait soit l'ambulancier d'État, ou soit il y avait le conducteur, vous savez, tu sais, l'ambulance quoi, des petites voitures pour amener les patients donc à l'hôpital et à leur rendez-vous. Il fallait à l'époque la FPS. Donc je me dis comment je passe la FPS, je vais à la Croix-Rouge et je passe ce premier diplôme et je rentre en tant qu'ambulancier. Et j'ai pas été fan. Je l'ai fait pendant 3 ans, mais j'ai pas été fan. Alors peut-être parce que malheureusement, j'étais pas dans une entreprise peut-être humaine qui était beaucoup plus là pour faire de l'argent que de vraiment se concentrer sur les patients. Parce que quand on est ambulancier, c'est des patients, c'est pas des victimes, c'est des patients qu'on a. Non mais vraiment. Et un jour, ça se passe mal. Ça se passe en fait très très mal parce que j'avais demandé entre-temps, parce que donc j'étais ambulancier, et j'ai demandé un engagement de pompier volontaire dans la commune où j'habitais, qui était à Saint-Marcel. Et j'étais pompier aussi. Donc, parce qu'on peut cumuler les deux. Hein. On peut avoir un métier et devenir pompier volontaire. Ah oui. Comment t'as voulu devenir pompier? Pourquoi t'es devenu pompier? Parce qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait ce côté, en fait, d'humanité. Vraiment aller à la recherche et à la détresse. Alors, en ambulance, on faisait quelques centres 15, mais c'était pas mon truc. Donc, je cumulais les deux. On part un jour
mais vraiment pour dire ce qui a fait qu'après, donc je me suis vraiment consacré en tant que pompier. On part sur un ATU, donc sur un appel 15, saignement abondant, mais vraiment, hein, saignement abondant. On arrive, on stoppe le saignement abondant, on transporte en fait sur les urges, et je rentre pour remettre en conditionnement l'ambulance, laquelle qu'on avait pris pour faire donc les soins. Et là, mon patron me dit comme ça, je lui demande des compresses, parce qu'il fallait toujours lui demander des compresses pour ouvrir la pharmacie. Il me dit, tu te crois chez les rouges, c'est moi qui paye. Il me l'a dit une fois, il me l'a jamais redit deux fois. T'es parti. Ah ouais. Ah mais moi je suis comme ça. Tu crois chez les rouges, c'est-à-dire à la Croix-Rouge? Non, chez les pompiers. Parce que vous savez, il y a toujours cette les pompiers, on guéguerre. l'appelle. Ouais, les blancs et les rouges. Les blancs, c'est SAMU ambulancier, et les rouges, c'est les pompiers. Donc, ils ne voulaient pas que tu fasses autre que tu dépenses de l'argent par les compresses pour sauver la personne. C'était presque ça. Du moins, moi, je l'ai senti comme ça. J'ai dit, c'est la dernière fois que vous me voyez. J'ai quitté le soir. Hein. J'ai dit, vous ne me reverrez plus. Je suis parti. Non, mais moi, je suis comme ça. De toute façon, je suis quelqu'un de très, très franc, très direct. Donc, les années, en fait, se passent. Donc, je fais quelques métiers, en fait, à droite, à gauche. J'arrête le truc d'ambulancier. Je fais beaucoup, en fait, d'intérim. Rien à voir avec le paramédic, mais j'ai quand même mon contrat de pompier volontaire dans ma toute petite commune. On est centre de première intervention. On ne transporte pas les gens. Un centre de première intervention, c'est des pompiers de commune. Hein, mais qui ne transportent pas à l'hôpital. Donc, c'est un centre d'incendie et de secours d'à côté qui vient en ambulance et qu'eux, ils transportent. Et très, très rapidement, c'était en 2005, je m'en souviendrai toujours, je dis quand même à mon chef de corps de l'époque, je dis, écoute, moi, je serais plus un peu sur l'enseignement. Est-ce que vous pourriez pas me payer le monitorat? Et puis, comme ça, nous, on se fait des formations et tout qui va bien, quoi. Et il me dit, bah non, il n'y a pas les finances. Je me paye. Au chômage, hein, je me souviendrai toujours, mon premier monitorat. Donc, je deviens en fait formateur. J'essaye de me faire reconnaître mon diplôme de formateur au niveau de mon département, parce que je ne suis pas pompier en fait de département à ce moment-là. Et là arrive donc 2007, où il y a une loi qui dit qu'on doit former tous les collégiens à la formation de l'époque PS1, parce qu'il y avait eu une réforme qui s'était passée en 2007. Et là, les pompiers de Saône-et-Loire mettent un avis de vacances. Ils mettent un avis de vacances. Je postule à cet avis de vacances. J'étais persuadé que j'allais pas être pris. Mais bon, eh ben si. Là, j'ai fait une très grande rencontre d'un très très grand colonel qui m'a fait en fait confiance. Il m'avait même dit en fait comme ça, il dit, ouais, Lionel, quand je regarde votre CV, franchement, vous partez comme ça, vous m'avez l'air assez virulent. Si un jour ça va pas entre nous, comment ça se passe? Parce qu'on est quand même chez les pompiers. Je dis, mon colonel, il y aura pas de problème. Vous savez comment ça va se passer? C'est le jour où vous avez un problème avec moi. Ben, on se rencontre tous les deux, puis on se parle entre quatre yeux et on se dit la vérité. Et ben 2 semaines plus tard, donc je deviens formateur professionnel, donc pour l'union départementale des sapeurs-pompiers de mon département. Et là, ça t'a passionné. Là, tu as trouvé quelque chose qui était un peu ton chemin. Ouais. Alors, ça m'a trouvé mon chemin dans l'enseignement. Donc là, pas de souci. Et aussi au niveau opérationnel, parce que j'ai commencé à avoir des engagements dans des centres d'incendie et de secours, où là, on faisait une prise en charge du début jusqu'à la fin. Donc je prenais en charge ma victime et je savais son devenir jusqu'à l'arrivée, en fait, du SAS des urgences. Donc, ce qui t'a passionné, c'est l'articulation des deux, d'être sur le terrain et de former, de comprendre, de transmettre. Oui, puis au début, il faut être honnête, on a une tenue de travail qui est un prestige. Cette tenue de travail, c'est un prestige. On est content de l'avoir sur soi. On aide les gens à n'importe quel moment de la journée. On sauve la vie des gens. On en perd, malheureusement, mais on en sauve. Et puis après, c'était l'enseignement. C'était vraiment tout faire. Et la filière citoyenne, pour moi, ils ont besoin de nous. Combien de fois je suis arrivé en voyant des parents pleurer, dire si j'avais su. Mais si vous aviez su quoi? J'aurais peut-être fait une formation de premier secours, où je me serais peut-être sensibilisé aux gestes de premier secours. Donc le bouquin, quand je l'ai écrit comme ça. J'ai dit, je veux répondre à ces interrogations-là. Oui. Sensibilisez-vous. Après, voilà, c'est bien si tout le monde fait la formation premier secours, mais en attendant, au moins commençons par lire le livre. Mais alors... Tu sais pourquoi, Fabrice? Pourquoi il faut qu'ils achètent ce livre? Parce qu'une formation de premier secours, c'est 7 heures. Et 7 heures, c'est une usine à gaz. Pour moi, c'est pas une formation, c'est une usine à gaz. Parce que le programme, il est tellement chargé qu'on n'a pas le temps de faire de l'individualisation. On devient un robot de la formation et de la pédagogie. Donc, le fait d'acheter ce livre, ça démystifie en fait les choses. On se sent... Mais vraiment... Hein. Mais c'est ce que j'ai dit au début. C'est ça le choc que j'ai eu. Avant de lire ton livre...
Voilà, ce que j'ai expliqué. Alors moi, ce qui aussi m'a extrêmement impressionné, c'est que tu t'es intéressé à l'acupression. Donc j'en ai souvent parlé sur la chaîne. Alors là, qui vient de la médecine chinoise, qui sont l'idée vraiment simple, qui est vraiment centrale à la médecine chinoise, qui a des points qu'on peut appuyer, qui stimulent les méridiens. Tout le monde ne peut pas faire de l'acupuncture, mais l'acupression, c'est assez simple. Mais alors, j'étais déconcerté de voir un pompier qui est souvent en rapport à des urgences intégrer l'acupression. Et ton livre fait le lien entre les deux. On apprend les gestes fondamentaux qu'il faut tous apprendre pour aider nos proches. Et vraiment, encore une fois, j'ai dit c'est très simple, mais aussi les points qui soulagent. Comment c'est venu qu'un pompier, donc tu étais en Saône-et-Loire, je suis toujours en Saône-et-Loire. Comment un pompier en Saône-et-Loire s'intéresse à l'acupression qui est quand même pas encore très répandue. Non, mais... Et loin de là, mais pareil que pour pompier, j'étais pas destiné, 20 ans devant une caserne, j'étais pas destiné à devenir pompier. Mais l'acupression, c'est... en gros, ok, tu fais une formation de premier secours, tu achètes les bouquins, tu te sensibilises aux gestes des premiers secours, c'est super bien. Mais est-ce qu'à un moment, on évite tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait soulager ? Mon fils tombe malade en juin 2022, je m'en souviendrai. Une sinusite, un truc de fou, Fabrice. Médecine traditionnelle, je bosse avec des médecins. Moi, c'est médecin. Il a un traitement. Il n'y a rien qui va. Il a toujours le nez qui coule, il a mal là au niveau des sinus maxillaires frontaux. Je suis déjà sur les réseaux. Qu'est-ce que je fais, Lionel ? Je vais regarder quand même, je scrolle. Et là, je tombe sur Artem Khan. Artem Khan, c'est un praticien en fait de la médecine traditionnelle chinoise et je tombe sur la sinusite. C'est pour ça que je dis, un de nos téléphones, il nous écoute parce que je tombe vraiment sur cette vidéo-là. Et là, je le vois faire des trucs comme ça pendant 2 minutes. Qu'est-ce qu'il fait le guignol ? Non, mais sérieusement, j'y ai dit comme ça. N'importe quoi, ça va pas aller mieux. J'y mets quand même, vas-y Lionel, demande à ton fils de le faire. Donc, il me dit, non, mais regarde-le bien, là, sur la vidéo, comment il fait. Et là, je le vois, il appuie sur le 1, le 2. Donc là, ok, et là, je dis, donne une très grande inspiration que t'es. Et là, il me regarde, il me dit, je me sens mieux. Je sens que c'est encore un peu encombré, je me sens mieux. Je dis, je tiens quelque chose. C'est comme ça que ta passion... Des nuits à regarder des vidéos que je comprenais pas parce qu'il y en a qui vont très très loin. C'est poussé, la médecine traditionnelle chinoise. Comme tu le disais, il y a l'acupression, mais il y en a plein. La réflexologie, tout. C'est un arbre de la médecine traditionnelle chinoise, comme je pourrais dire. Mais je voulais surtout pas, avant que je publie ma vidéo, je ne voulais surtout pas que les gens, parce que mon contenu, c'est les gestes de premier secours, c'est réellement en fait mon domaine de prédilection. Comment maintenant je peux amener, mais pour éviter par exemple un malaise, parce que tu sais quand t'as le nez qui est très très bouché, tu peux faire un malaise. Donc si on pouvait l'apaiser ou le soulager, je parle jamais guérir, soulager ou apaiser, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui existe ? Donc tout ce qui est acupuncture, tout machin, oula, non, là il faut être carré, Donc j'ai dit on va essayer. Et donc je regarde parce que lui il a une entreprise en Belgique, donc même une école, c'est une école. Il a arrêté. D'ailleurs je sais même pas la raison pour laquelle. C'est Paramédical BXL et il fait une formation en ligne. Je dis, attends, on va la faire. Et là, j'ai appris plein de choses. Et puis, je me suis dit, moi, je vais me concentrer sur les mots du quotidien. Tu vois, t'as une fatigue oculaire. T'as les oreilles bouchées, qui est super, en fait, désagréable. T'as un tout petit bout de surdité. T'as mal à la tête. Des trucs de fou, moi, j'ai fait en acupression, en les exerçant sur moi et en suivant cette formation en ligne. Et après, j'ai dit, allez, vas-y, Lionel, tu sais quoi? Balance-y sur le net. J'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui, et puis tu regardes les retours, ça avait marché sur mon fils, puis des fois aussi sur moi, parce que moi j'en ai fait aussi. Et tu le faisais des fois sur les gens, non? Oui, que sur ma famille. Jamais comme pompier. Ce serait pas permis, ce serait pas toléré. Oh non, ils sont très cartésiens. C'est dommage. Moi, je pensais que tu avais réussi à convaincre, c'était pas seulement dans ton livre, mais que tu avais convaincu tous les pompiers à se former à l'acupression. J'ai convaincu 90% de ma communauté. Pompiers, j'en ai quelques-uns, mais entre collègues. J'espère que notre vidéo, tous les pompiers vont la regarder. J'espère. Et qui vont... ça serait vraiment formidable. Mais, si tu veux, même Fabrice, pour eux, ce serait pour leur culture en fait personnelle.
Parce que c'est pas parce que tu fais l'acupression que tu vas pas faire les premiers secours. Ce que tu montres très bien dans le livre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si j'appuie sur un point et que ça permet d'apaiser un peu l'angoisse, la panique, le nez bouché, le mal de tête, et qu'en même temps je fais les premiers secours, ce serait complémentaire, non? Je suis super d'accord avec toi, mais je sais pas si j'oserais en fait le demander à mes collègues, parce que quand on arrive par exemple sur une crise de panique, de stress ou d'angoisse, je sais que d'appuyer, en fait, de stimuler le CV17, qui est un carrefour de l'émotion, ça pourrait. Mais ils vont me regarder avec des yeux, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait faire? Non, nous, c'est pas ça. Un jour, mais un jour, je le ferai. Et un jour, tous les pompiers seront formés à ça. Non? Je suis peut-être trop optimiste. Moi, je pense que ce serait vraiment... Fabrice, tu sais qu'on a des personnes, elles sont très cartésiennes. Hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut être cartésien. Moi, je suis tout à fait philosophe, donc je suis cartésien. Mais il faut être aussi aristotélicien. Et Aristote, il dit que l'important, c'est d'être aussi pragmatique. Ouvert. Pragmatique. Moi, je dirais juste pragmatique. Donc, c'est important que les choses reposent sur la rigueur de la pensée, mais c'est important de regarder le réel. Et Aristote, là, il est très précieux. Donc, je dirais, la prochaine fois que quelqu'un dit qu'il est cartésien, soyez aussi aristotélicien, soyez aussi, parce que la médecine est une science, mais un art, c'est la grande idée, et donc ça vaudrait la peine d'être un peu pragmatique. Donc, en tout cas, toi, tu t'es engagé à lier les deux ensemble, et à quel moment, un peu troisième grande étape de ta vie, donc devenir pompier, s'intéresser à l'acupression et montrer l'articulation des deux. Troisièmement, comment tu as décidé d'aller sur les réseaux sociaux et de partager ta connaissance, puisque avant d'écrire ton livre, tu t'es vraiment engagé. Maintenant, tu as une communauté importante de gens qui sont... Voilà, où tu démythifies l'apprentissage de ces gestes, qu'on peut apprendre à se faire du bien et du bien aux autres simplement en citoyen. Je redis encore une fois, non pas en soignant, non pas en médecin, mais en citoyen, et qu'un citoyen doit apprendre un certain nombre de gestes. Alors, qu'est-ce qui t'a fait et pourquoi ça t'a passionné à ce point? 2021, tout le monde a connu ce qui est arrivé en fait en France. Beaucoup moins de formation. Je décide. Avec mon autorité d'emploi, et j'insiste bien, puisque j'avais certains RTT, et je dis, est-ce que je peux ouvrir mon entreprise, si ça ne vous dérange pas, et je ferai de la formation incendie, mais pour se faire connaître, de toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui, il faut passer par les réseaux sociaux. C'est un des meilleurs vecteurs de la communication, je pense. Je commence à me filmer en pleine formation. Je vois que ça attire du monde. Je suis en formation, je suis en live à ce moment-là. Je vois plein de questions. Alors, c'est pas du tout, en fait, mon truc. Mais au départ, c'était vraiment pour faire connaître LV Prévention. Donc, mon auto-entreprise. Et là, c'était que des logos que je mettais sur mes réseaux, que ce soit, tous les réseaux qu'on connaît. Ça fonctionne pas. J'ai 10 vues, 20 vues. C'est quoi ça? C'est pas grave, c'est pas fait pour moi. Voilà, les gens, mes clients, ce sera les gens qui me connaissent, et c'est tout. Et un jour, je fais une vidéo de l'obstruction totale des voies aériennes, donc un étouffement total chez un enfant. Je fais super mal le geste, je te jure, Fabrice, sur la vidéo. Je la cute. Je dis, c'est quoi cette... Pourri. Mais bon, je dis, ça va peut-être pas trop se voir que j'appuie pas bien au bon endroit. Je publie la vidéo sur un réseau. 45 000 abonnés dans la nuit. Je dis, je tiens un truc. Plein de merci, je savais pas, je connaissais pas. À partir de quel âge il faut le faire? Et hop là, c'est parti de là. Est-ce que d'après des cours de théâtre? Non. Parce que donc tu as un don naturel, parce qu'il faut quand même le dire. Tu as un côté pompier, tu as un côté d'avoir cette ouverture d'esprit, de t'être tourné vers l'acupression pour aider les gens, mais tu as quand même un talent de comédien qui permet de faire passer ton message, comme je le dis, en faisant sourire, là où on a vraiment on a vraiment cette idée, une sorte de gravité qui fait peur. Et toi, tu rends ça tellement humain. Mais oui, parce que cette gravité, je l'ai vécue malheureusement. Et tu te rends compte que c'est pas par la gravité qu'on réussit à intégrer ces gestes. Non, et puis, vous savez, excuse-moi Fabrice, tu sais, la vraie vie, c'est pas ce qu'on voit, quoi. À la télé. Je veux dire, la vraie vie, c'est que quand ça tombe dessus,
est-ce que tu vas être capable de réagir ou pas? Moi, j'ai été un des pompiers qui a été recherché en France par tous les médias. Parce que j'ai vécu une situation qui a été très très difficile en fait sur mon secteur, qui était le 22 juillet 2008, où j'ai un papa, j'étais en pleine formation. Par contre, j'étais en activité opérationnelle. On formait en fait des jeunes recrues qui n'avaient jamais rien vécu en fait de terrain. Et on attaquait, tu me croiras ou tu me croiras pas, Fabrice, on attaquait la réanimation cardio-pulmonaire de l'enfant. Et là, j'ai un papa qui arrive et qui me donne quelque chose dans les mains. Aujourd'hui, j'en ai encore des frissons aujourd'hui. Il m'a donné, en fait, quelque chose dans les mains, c'était sa fille. C'était sa fille. Et ça, je l'ai vécu, en fait, en direct. J'étais pas préparé. Comme je te le disais, en fait, tout à l'heure, quand t'as appelé, en fait, par le 18, les collègues, ils t'enclenchent, t'as un bip, t'as le temps, en fait, de te préparer. Là, il y avait aucune préparation. J'étais en formation. Je croyais même que c'était un sketch. Je croyais qu'on m'avait monté, en fait, une mise en situation et qu'il fallait que j'intervienne. Non, c'était vraiment, en fait, une vraie fille. J'en ai encore les cheveux, en fait, dans les mains au moment où je l'ai prise. Et là, je me suis dit, mais les gars, la vraie vie, c'est pas ce qu'on enseigne. Hein. La vraie vie, elle fait que là, il faut intervenir. Et là, j'ai vécu en fait cette situation, j'ai eu du mal à m'en remettre. Il y a même eu un moment où je me suis posé après cette intervention-là, je me suis dit, est-ce que je peux continuer ou pas? C'est là où j'ai su si je pouvais être pompier ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette... Malheureusement, cette jeune fille, donc je m'en souviendrai toujours, hein, comme je te le disais, c'était le mardi 22 juillet 2008, un papa qui est dans son habitude en fait de travail, parce qu'on le sait que quand les gens ils sont dans une habitude de travail, ils se posent plus, ils ont une routine. Et là, il devait poser sa fille en fait à la crèche, et malheureusement, il l'a pas posée à la crèche ce jour-là. Il l'a mise dans sa voiture, il l'a complètement oubliée dans sa voiture. Oh. Elle est restée toute une journée en fait sur le parking de son travail. Et le soir, en quittant en fait son travail, il a été rechercher son fils, parce qu'il avait un fils qu'il allait récupérer tous les soirs à la crèche. Il récupère son fils à la crèche et quand il pose son fils dans la voiture, Fabrice, il voit sa fille qui est à côté. Oh. Je te raconte pas de bêtises, hein, Fabrice. Et là, quand on me l'a donné à moi, et c'était juste derrière la caserne où on faisait la formation. Et quand il me l'a donné, en fait, sa fille, mais dans l'état où elle était, malheureusement, déjà un peu de décomposition, je dis, mais c'est quoi ça? C'est un sketch, c'est un chiffon qu'il m'a donné. Elle était déjà morte? Je peux pas te dire ça. Pour moi, et je me permettrai jamais de dire en fait qu'une personne est morte, elle était inconsciente, elle ne respirait plus. Et on a mis tout en pratique. J'ai mis en pratique avec l'équipe qui était avec moi, mais pas les jeunes, parce qu'il fallait aussi préserver les jeunes. C'était la toute première fois. Ils étaient en formation, ils n'avaient jamais vu. Je veux dire, tu sais, quand tu es en formation, tu tombes pas sur des vrais cas comme nous, on a eu. Et là, après, ça a été très, très vite. J'ai même certaines choses, en fait, que j'ai oubliées, parce qu'on nous a enfermés très, très rapidement. C'est une histoire qui a fait, voilà, tout le monde pourra retrouver, en fait, cette histoire-là, malheureusement. Et on n'a pas pu la sauver? Non, impossible. C'était trop tard. Elle est morte de déshydratation et d'étouffement. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, C'est ma vision de l'enseignement en disant, les gars, oui, ok, le secourisme, en fait, c'est simple, mais par contre, soyez prêts quand même psychologiquement. Il faut être prêt psychologiquement. Parce que j'ai traversé quand même une période qui a été difficile après cette histoire-là. À me dire, est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? À chaque fois qu'on avait des appels et qu'on disait qu'on partait pour un enfant, j'avais des images qui revenaient. Non, ça a été très dur. Donc du coup, dans mon enseignement après par la suite, le secourisme, c'est pas drôle. Non mais vraiment, c'est pas drôle. C'est parce qu'on est face à une situation d'urgence des fois. Alors des fois, c'est un peu moins grave, mais il y a des fois des situations d'urgence. Donc je me suis dit, pour démystifier tout ça, vas-y, rentre dans un personnage. Donc moi, c'est mon personnage. Ça me permet de tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai vu des crises d'angoisse, j'ai vu des crises cardiaques, j'ai vu des AVC, malheureusement. Et tout ça, je le reproduis, en fait, derrière. J'ai vu des piqûres qui se sont hyper aggravées, avec des gorges, en fait, qui gonflaient. Donc, je fais mes maquillages, je fais comme si je m'étouffais totalement, et j'essaye d'y mettre un peu du réel, mais avec de l'humour. Parce que je veux que les gens, ils le vivent comme ça. Pour leur faciliter, en fait, la tâche et la compréhension. Comme je l'ai écrit sur le livre, en fait. Voilà, une mise en situation, tu as une définition, qu'est-ce que tu dois faire? Fais quelque chose. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'on ne peut pas malheureusement toujours... On ne peut pas tout sauver. On ne peut pas tout sauver, Non. Mais l'important, c'est de faire quelque chose. Oui. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important de faire quelque chose, même si parfois... Parce qu'il y aura des regrets.
Fabrice, il y aura des regrets. Donc c'est ça qui a fait que tu as pu surmonter Mm. l'histoire que tu as racontée aussi terrible, c'est que tu as fait tout ce que tu pouvais pour cette Oui. jeune fille. Vraiment. Donc même si c'était dur, tu as pu surmonter la chose parce que tu n'as pas de regrets, tu as fait tout ce qui était dans ton possible. Je me suis trouvé pour dire que c'était presque de ma faute. On était au tout début aussi de la mise en place des défibrillateurs. Et nous, à notre formation, on en avait juste un d'entraînement, on n'en avait pas un vrai. Je me suis trouvé toutes les excuses du monde, hein, Fabrice. Je me suis dit, ça se trouve que si on avait eu un défibrillateur, on l'aurait ramené. Non, c'était faux. Je me trouvais en fait des excuses. J'aurais voulu la ramener. Je pense que chaque sapeur-pompier, quand il fait, ou ceux qui sont dans le secours à personne, quand ils partent sur des urgences comme ça, bon, moi, elle était inattendue, c'est un fait. On veut faire... de toute façon, tout ce qu'on mettra en œuvre, c'est pour la personne. Toujours. Toujours, toujours. Après, il y a des décisions en fait médicales qui sont faites. Je veux dire, quand tu es face à un arrêt cardiaque, malheureusement, quand le médecin il te dit d'arrêter de masser, c'est plus sur ta responsabilité. Il prend sa responsabilité, il le sait. Ça sert à rien en fait de s'acharner. Mais quand tu es tout seul, parce que là, tu es tout seul, c'est entre toi, c'est un combat, c'est entre toi et elle. C'est je vais te ramener. Et quand tu ramènes pas, je suis un être humain. Je vais pas aller me cacher. Moi, pour essayer d'oublier en fait certaines choses, tu vois, Fabrice, je l'ai demandé. J'ai dit, non mais là, vous allez m'autoriser à aller à l'enterrement. Parce que j'avais pas de visage. J'avais pas de visage. Il fallait absolument que je puisse mettre un visage en fait sur cette jeune fille. Parce que sinon, je l'aurais... Je comprends. Pardon, Fabrice. Ah non, c'est important de comprendre l'engagement que c'est d'être pompier et qu'on le fait à partir de son humanité. Et puis, alors heureusement, hein, c'est pas tous les jours. On a des belles choses aussi. J'ai vu la vie. Dans une ambulance, j'ai vu plein de belles choses. Mais toutes les belles choses, on a souvent tendance à les oublier et à garder en tête... En gros, c'est un combat. Quand j'ai eu la chance, parce que pour moi c'est une chance, parce que tout le monde aurait pu y arriver, d'utiliser ces compétences et d'avoir vu que j'avais un tout petit peu, parce que moi je ne me considère pas en tant qu'influenceur, ou d'avoir de la notoriété, et que je me suis mis sur les réseaux, je me suis dit j'aide des gens. C'est bête hein, ce que je vais te dire, mais quand je reçois un message, et grâce à toi et grâce à ta vidéo, grâce à ton livre aussi, je l'ai déjà eu, et tout ce que je fais, j'ai pu sauver. Et ben, je me suis dit, ils n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu. Donc c'est ça, c'est donner le plus de possibilités aux gens. C'est ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je donne de moi-même à chaque fois que je fais une vidéo ou pour éviter aux gens de vivre une situation d'urgence. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. On ne ramène pas. Ben merci beaucoup Lionel, j'espère que ça donnera envie à tout le monde d'avoir ton livre. Moi, depuis que je l'ai découvert, il est vraiment juste derrière moi dans mon bureau. C'est vraiment le livre à avoir avec soi. Merci. Et de se plonger un peu pour le lire et le découvrir. Eh ben, merci infiniment. C'est moi qui te remercie, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez être au courant de toutes mes activités et de tous les dialogues que je fais, surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est là où je vous fais part en avant-première des gens que j'invite et que je vais inviter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne, à me faire part de vos commentaires. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager avec vous ce souci de la dignité des êtres humains.